caractériser in situ l'interface. Et au cours de ma thèse, je me suis rendu compte que si on voulait caractériser au niveau de la monocouche, l'ellipsométrie, à l'époque, n'était pas suffisante parce que techniquement, ce n'était pas développé et qu'il fallait aller plus loin. Et c'est comme ça que j'ai été le premier à introduire ce qu'on appelle l'excitation des plasmons de surface, c'est-à-dire se mettre dans des conditions de résonance sélective de la surface par rapport au volume et d'amplifier ainsi la réponse de l'interface. Donc, et c'est comme ça qu'ensuite, après ma thèse, je suis allé à Berlin, au Fritz Haber Institut, où j'ai développé cette technique à Berlin, où je suis resté 18 mois. Et ensuite, je suis revenu à Bellevue, et c'est là où j'ai découvert que le synchrotron pouvait être un outil de caractérisation de l'interface. Et c'est comme ça que je suis allé donc au LUR, qui, je le présenterai tout à l'heure, c'est le laboratoire d'utilisation de rayonnement électromagnétique. C'est un laboratoire national français destiné à fournir le rayonnement synchrotron à l'ensemble des utilisateurs français. Et donc je suis allé comme utilisateur. J'ai commencé par développer une technique basée sur le rayonnement synchrotron. Et alors que j'étais au LUR comme utilisateur, un nouvel appareil venait d'être mis au point, qui lui aussi, j'espère que j'aurai le temps de vous le présenter, mais je m'arrêterai parce qu'une fois que je serai rentré dans la science, je risque de ne pas voir l'heure passer, donc s'il vous plaît, arrêtez-moi. Donc c'était l'utilisation justement de ces particules accélérées pour créer un laser dans l'infrarouge, c'est-à-dire un laser de très haute puissance, en plus avec des possibilités de changer la longueur d'onde dans un très grand domaine. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait la technique pour l'électrochimie, c'est-à-dire faire de l'optique non linéaire. J'espère avoir l'occasion de vous le présenter. Donc aujourd'hui, mon but était donc de vous présenter le caractère pluridisciplinaire du rayonnement synchrotron. D'abord en vous le définissant, en vous donnant un peu quelques idées générales sur son développement actuel et pourquoi ce rayonnement, qui à l'époque était un rayonnement parasite, est devenu maintenant un outil de caractérisation. Je crois que nous avons un utilisateur privilégié dans l'assistance. Ensuite, j'essaierai d'illustrer à travers quelques exemples expérimentaux que j'avais sélectionnés parce que je pensais que c'était beaucoup plus général, mais hier soir, j'ai modifié un peu mon intervention. N'hésitez pas à m'interrompre, s'il vous plaît, s'il y a des questions en cours. En particulier les étudiants, sincèrement, n'hésitez pas parce que ça fait toujours plaisir de faire des conférences où il y a beaucoup d'étudiants. Et sincèrement, c'est un des avantages des conférences que je donne en Algérie où il y a toujours le plaisir d'avoir des étudiants qui s'intéressent à la science. Donc, l'introduction, je vous l'ai déjà faite. Mon plan sera le suivant. Donc, après avoir défini le rayonnement synchrotron et présenté les installations du LUR, je vous parlerai des principales techniques de recherche en prenant quelques exemples, soit de caractérisation atomique de la matière par les rayons X durs, soit l'étude des propriétés électroniques et magnétiques de la matière. Et ça, réellement, je les avais sélectionnés parce que ça rentre pile dans le thème de cette semaine, sauf que nous, en tant que physiciens et chimistes, on se place en amont, parce que pour donner l'information, il faut d'abord pouvoir l'acquérir et la stocker, et pour cela, on a besoin de matériaux, on a besoin de les caractériser. Et ensuite, mais je crois que je n'aurai pas le temps, je vous parlerai des lasers à électrons libres. Donc, qu'est-ce que c'est que le rayonnement synchrotron? En fait, je pense que vous savez que toute particule qui est soumise à une accélération va émettre un rayonnement. Et les caractéristiques de ce rayonnement dépendent de la vitesse de cette particule. C'est-à-dire que si c'est une particule classique qui a une vitesse petite par rapport à la lumière, à ce moment-là, vous avez une émission monochromatique, mais dans tout l'espace. Par contre, quand la vitesse de la particule se rapproche de la vitesse de la lumière, à ce moment-là, vous avez une émission tangentielle qui est focalisée dans un pinceau dont tout le développement des nouvelles machines qu'on appelle machines de troisième génération consiste
à diminuer l'étendue aussi bien dans le plan horizontal que le plan vertical, de telle façon à avoir le maximum de photons dans le minimum de surface, afin de pouvoir caractériser des échantillons de plus en plus petits. Donc vous voyez un peu l'enjeu, c'est avoir le maximum de photons dans le minimum de surface et pouvoir aussi caractériser la matière dans tout le domaine du spectre. Quand j'appelle le domaine du spectre dans son ensemble, ça veut dire de l'infrarouge aux X durs, permettant ainsi, dans le même lieu, de caractériser la matière du point de vue structural en se mettant dans les X durs pour avoir l'arrangement atomique, du point de vue électronique, magnétique, en se mettant dans les X tendres et le VUV, enfin l'ultraviolet, pour avoir cette énergie intermédiaire. Et quand on veut aller vers la caractérisation, par exemple, en catalyse vibrationnelle, à ce moment-là, on va vers l'infrarouge pour avoir donc la réponse vibrationnelle des interfaces. Donc on peut faire une cartographie dans tout le domaine. Avant d'aller un peu plus loin, je vais vous montrer un tout petit peu d'historique du rayonnement synchrotron. En fait, le rayonnement synchrotron existe déjà dans la nature. Il y a des étoiles qui émettent du rayonnement synchrotron. Mais la première observation artificielle du rayonnement synchrotron a été faite en 1947 dans ce petit anneau de la General Electric. Et ce rayonnement synchrotron, que j'ai caractérisé tout à l'heure, en fait, a été une gêne pendant très longtemps pour les physiciens des hautes énergies et des particules. Si vous voulez, la problématique des physiciens des hautes énergies, c'est de pouvoir accélérer au maximum les particules, de leur donner le maximum d'énergie. Et ce rayonnement était vraiment un rayonnement perdu, exactement comme le rayonnement thermique quand vous freinez. Et donc ça les embêtait plus qu'autre chose, jusque dans les années 80, où les physiciens ont commencé à se rendre compte que ce rayonnement pouvait être utilisé pour caractériser la matière. Et à ce moment-là, ils ont commencé par exemple à Orsay, ils ont commencé à utiliser en parasite ce rayonnement quand les physiciens des hautes énergies ne travaillaient pas. En général, c'était toujours la veille de Noël, le Nouvel An et les dimanches en particulier. Et puis progressivement, d'une part, les hautes énergies n'avaient plus besoin, par exemple à Orsay, l'énergie des anneaux d'Orsay n'était plus suffisante pour aller plus loin dans l'étude de la matière, et donc les physiciens n'utilisaient plus les installations du LUR, ils allaient plutôt au CERN ou à Hambourg ou à Los Alamos, et donc les installations sont devenues des installations utilisées uniquement pour le rayonnement synchrotron. Et en plus, on a commencé à se rendre compte que les besoins de la physique des hautes énergies, qui étaient essentiellement, en fait, à Orsay, c'était essentiellement des collisions. C'est-à-dire qu'on produisait des électrons, des positrons, et puis on les faisait tourner dans deux anneaux en 8 qui pouvaient se croiser deux fois, et l'objectif était d'augmenter au maximum la probabilité de collision, de telle façon qu'il y ait une réaction entre eux, qui libère des particules et des énergies, et de l'analyse de ces particules, de cette énergie émise après l'annihilation des deux particules, on remontait aux propriétés de la matière. Donc, pour pouvoir augmenter les collisions, on avait besoin, au contraire, d'avoir des photons dans une grande surface, afin d'augmenter la section efficace de collision. Au contraire, comme je vous l'ai dit, pour le rayonnement synchrotron, on veut avoir le maximum de photons dans le minimum d'espace, donc c'est exactement les conditions inverses qui sont requises. Et c'est comme ça donc qu'on a commencé à construire des masses-cils spécialement pour le rayonnement synchrotron et de plus en plus adaptés. J'espère venir jusqu'au bout pour vous les décrire. Mais avant, je voulais vous montrer un peu les propriétés du rayonnement synchrotron et pourquoi c'est tellement intéressant pour vous, comme physiciens et chimistes de la matière. D'une part, je vous ai déjà dit, c'est une gamme très large de longueur d'onde. D'autre part, je vous en ai parlé aussi, c'est un grand flux de lumière. Ensuite, je n'en ai pas parlé, mais c'est un rayonnement qui est un rayonnement polarisé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser toutes les vertus du rayonnement électromagnétique polarisé, en particulier, par exemple, pour étudier
des couches de surface. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Il peut être polarisé linéairement, en général dans le plan de l'orbite, mais il est polarisé elliptiquement dès que vous sortez du plan de l'orbite. Donc en particulier, parmi toutes ces polarisations elliptiques, vous avez deux polarisations particulières qui sont les polarisations circulaires, et je vous montrerai combien il est important pour caractériser le magnétisme, y compris au niveau moléculaire, en utilisant cette propriété spécifique du rayonnement qui est la polarisation circulaire. Vous verrez qu'il y a toute une technique qui actuellement se développe partout dans le monde, c'est l'utilisation du dichroïsme circulaire magnétique pour pouvoir caractériser la matière. Ensuite, donc, c'est évident que quand on travaille avec ces densités de photons aussi élevées, il n'est pas question de travailler avec un flux continu, parce qu'à ce moment-là, vous dissoudrez tout le monde autour, y compris les utilisateurs. Donc, c'est toujours un rayonnement pulsé. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer des paquets de photons qui vont être accélérés, et il y a toute une physique, en particulier en physique atomique moléculaire, qui utilise, pas seulement en physique atomique moléculaire, aussi en biologie, en particulier les déclins de fluorescence, qui utilise justement cette structure temporelle du rayonnement synchrotron pour étudier des phénomènes dépendants du temps et remonter à des caractéristiques dynamiques de la matière. En particulier, il y a toute une recherche qui est faite au LUR qui consiste à essayer de corréler les propriétés structurales de la matière biologique avec sa dynamique, en particulier le problème de repliement de l'ADN, par exemple des hélices de l'ADN, qu'on peut suivre en temps réel. Bon, ça vous intéresse moins, mais c'est un rayonnement qui est complètement facile. On connaît exactement la physique qui le gouverne, donc on peut exactement calculer la quantité de photons quand on connaît les caractéristiques de la machine et l'accélération des électrons. C'est très important pour étaler des détecteurs, en particulier pour tout ce qui est détecteur dans des satellites. Puisque vous avez un rayonnement qui va de l'infrarouge aux X les plus durs. Par exemple, à LUR, nous avons étalonné des détecteurs pour spot, pour XMM, et on a même construit spécialement, je pense que tu as dû le voir, une station d'étalonnage pour les détecteurs destinée au CNES et à l'astrophysique. Ils ont construit carrément une cuve, elle doit faire 3 mètres de diamètre, où on peut mettre le détecteur avec tout son environnement pour tenir compte de la fonction d'appareil. Et le rayonnement synchrotron arrive exactement sur la cathode du détecteur, et c'est comme ça qu'on les étalonne. Et on a étalonné 3 ou 4 détecteurs jusqu'à présent, en particulier pour le CNES. Bon, le reste, je pense que ça n'a pas d'importance. Alors, je voulais, avant de vous donner des exemples, vous montrer comment on produit ce rayonnement. Donc, comme je vous ai dit, il faut créer une accélération centripète, et ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a que les champs magnétiques pour modifier la trajectoire. Et donc, c'est en général, donc vous avez votre paquet de photons qui traverse un dipôle, et il est détourné, et il crée et il émet donc un rayonnement blanc. Ça, c'était un peu les anciennes générations. Depuis, on a commencé à améliorer très sérieusement la situation. Soyez pas étonnés de voir soleil tout le temps, c'est parce que c'est des transparents que j'avais déjà utilisés pour la nouvelle machine qui va être construite sur le plateau de Saclay pour remplacer LUR, et donc pour expliquer un peu aux décideurs français ce qu'étaient les besoins, de quels besoins on avait. Actuellement, on a développé, donc comme je vous ai dit, on a commencé à créer des machines spécialement pour le rayonnement synchrotron. Donc au lieu d'utiliser simplement l'émission naturelle d'une particule quand elle traverse un champ magnétique, qui est un dipôle, on a commencé exprès à la freiner pour qu'elle expérimente pendant
beaucoup plus longtemps le champ magnétique, de telle façon à concentrer, en gros par interférence constructive, les photons dans un petit domaine de longueur d'onde, et donc avoir le même nombre de photons, mais au lieu d'être étendu de la fréquence 0 à l'infini, j'exagère un petit peu, on va l'obliger à être en interférence destructive partout, sauf dans des longueurs d'onde de résonance, en gros, en créant une structure magnétique périodique qui va obliger les électrons à osciller dans ce plan-là et à émettre un cône de plus en plus fermé, donc avec de plus en plus de photons par unité de surface. C'est ce qu'on appelle onduleur. Alors c'est tellement important actuellement cette manière de produire les électrons, le rayonnement synchrotron, qu'en fait les machines modernes, c'est une suite de petites sections droites reliées par des aimants. Et la puissance, enfin l'efficacité d'un nouveau synchrotron se mesure au nombre de sections qu'on appelle sections droites, c'est-à-dire ces sections où on peut mettre des onduleurs ou des wigglers, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Où nous en sommes au point de vue densité de photons. Donc l'unité pertinente quand on parle de rayonnement synchrotron, c'est ce qu'on appelle la brillance, qui est exprimée en photons par seconde, par millimètre carré, par milliradian carré et par 0,1% de bande passante, delta lambda sur lambda. Je précise, c'est surtout pour les étudiants, pour qu'ils voient qu'il est toujours très important de donner l'unité avec laquelle on travaille. Et vous voyez ici une évolution temporelle de l'outil X depuis sa création, depuis sa découverte par Röntgen à la fin du 19e siècle. Donc, vous voyez ici les tubes à rayons X, typiquement maintenant avec des tubes très performants qui utilisent des anodes tournantes, on peut arriver en gros à une brillance de 10 puissance 9, 10 puissance 10, vraiment quand on va jusqu'au bout de la technique. Et vous voyez au fur et à mesure avec le premier anneau, c'est l'anneau de Lure, DCI. DCI, ça veut dire simplement dispositif de collision dans l'igloo, puisque c'était donc les physiciens de haute énergie qui faisaient des collisions là-dedans. Ceux qui sont allés à Orsay, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a un igloo avec de l'herbe sur le crâne, ben c'est là qu'il y a DCI. Et donc vous voyez déjà qu'à cette machine, qui était une machine qu'on appelle première génération, qui n'était pas optimisée pour le rayonnement synchrotron, on avait quand même 10 puissance 12 à 10 puissance 13 de brillance. Et puis après, on a construit à Orsay une machine spéciale pour le rayonnement synchrotron qu'on appelle Super ACO, simplement Super Anneau de collision d'Orsay. Je vous montrerai la photo, vous verrez déjà qu'on a commencé à avoir beaucoup de sections droites, il y en a 8, qui, elles, nous amenaient à 10 puissance 15, 10 puissance 15 plutôt, 10 puissance 14, 10 puissance 15, mais c'est plutôt optimisé dans les X tendres et le visible, ultraviolet. Et puis, progressivement, bon, écoutez, j'ai sélectionné ici, c'est parce que j'ai pris les synchrotrons qui sont en France, mais bien sûr, la France n'a pas le monopole du synchrotron, loin de là, et actuellement, il y a 25 synchrotrons distribués un peu dans le monde. Malheureusement, le seul qui est dans un pays du Sud, c'est celui de Campinas au Brésil. Mais l'Australie vient de décider d'en construire un. Donc, vous avez actuellement à Grenoble le SRF qui est la source de rayonnement synchrotron européenne, donc qui vous voyez qu'elle arrive déjà à 10 puissance 21 photons, donc avec les unités que je vous ai décrites tout à l'heure, et le projet donc Soleil, ce qui veut dire simplement source optimisée de lumière d'énergie intermédiaire du Lure, qui va être donc la décision de construction a été prise l'an dernier en septembre. Le permis de construire a été déposé et elle sera fonctionnelle en 2006. Nous atteindrons à peu près 10 puissance 1, 10 puissance 21, 10 puissance 22 photons, ce qui est pratiquement une décade au-dessous de la limite théorique de diffraction du critère de Rayleigh, où on ne peut pas aller au-delà. Alors, au-delà, il y a autre chose, mais je crois que j'en parlerai la prochaine fois que je reviens à Constantine. Alors, quelles sont les machines du Lure? Alors, je vous présente ici le Lure. Donc, le Lure, vous avez
un accélérateur linéaire qui fait 300 mètres. Maintenant, on fait des synchrotrons avec des accélérateurs beaucoup plus petits parce que l'accélération ne se fait plus dans un accélérateur linéaire, mais elle se fait dans ce qu'on appelle un booster, qui nécessite moins de longueur. Donc, on crée les paquets d'électrons, on les accélère. À un moment donné, on va les faire collisionner avec une source de tungstène pour créer des positrons. Et nous, on travaille en positrons simplement parce que les positrons sont chargés positivement. Et comme vous savez que les poussières résiduelles qui restent sont souvent chargées aussi positivement, à ce moment-là, il y a répulsion et ça nous permet d'avoir une durée de vie beaucoup plus grande que quand on est en électron, où à ce moment-là, au contraire, les poussières chargées positivement vont attirer les électrons et vont diminuer beaucoup trop vite le nombre d'électrons dans l'anneau. Donc, on passe en positron et ensuite, on les injecte, soit en les amenant à très haute énergie, donc ici c'est 1,85 GeV, donc 1,85 multiplié par 10 puissance 9 eV, et c'est là notre source de rayons X durs. Et vous voyez que chaque fois que les électrons changent de direction, ils émettent des photons et les expériences sont là. Et puis, sinon, on les accélère seulement jusqu'à 800 mégaélectronvolts. Et puis, on les injecte dans cet anneau de super-acco, dont je vous ai parlé. Vous voyez bien que maintenant, on a commencé déjà à utiliser plutôt des polygones que des formes tarabiscotées pour améliorer le rendement d'émission. Et vous voyez, par exemple, super-acco, nous avons un octogone. Bien sûr, il y a aussi des dipôles pour pouvoir changer la direction. Et vous voyez que chaque fois, on a soit des lignes de lumière qui sortent dans des structures magnétiques périodiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit au contraire, celles qui sortent tangentiellement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 40 postes expérimentaux au lure, 20 en X dur, 20 en X tendre, et donc on peut faire 40 expériences en parallèle. Juste pour vous donner une idée, parce que voilà donc l'anneau, c'est une photo que j'ai découverte dans les archives de Lure, parce que c'était au cours de la construction, simplement pour que vous voyez ce que c'est. Hein. Vous voyez donc ici, les positrons sont ici, et puis vous avez donc toute une optique magnétique avec des quadripoles, parce qu'il faut empêcher le faisceau d'électrons de diverger, donc à chaque fois on le refocalise, et donc vous avez ici, et je vais vous montrer dans la photo suivante, qu'effectivement les lignes de lumière sortent tangentiellement. Vous voyez par exemple ici un bouquet de lignes de lumière qui sortent, qui sont... Donc vous avez... Où est-ce qu'il est le mur? Oui, le mur est ici. Et vous voyez, donc ici nous sommes dans le domaine des X tendres. C'est pour cela, c'est en général des expériences qui sont en ultra vide. Donc c'est pour ça que vous avez plein de papier d'aluminium, parce qu'on est en train d'étuver pour dégazer les pompes. Et vous voyez, vous pouvez par exemple ici dans ce petit cadran, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 expériences. Et donc, ces expériences, bien sûr, elles ne sont pas faites uniquement pour nous, pour les chercheurs de Lure. Je vous donnerai tout à l'heure un peu d'informations sur le personnel que nous avons, mais nous sommes un laboratoire d'accueil. C'est-à-dire qu'en fait, nous accueillons sur projet des chercheurs venant des autres universités et des autres centres du CNRS, mais aussi de l'étranger, en particulier de l'Europe. Donc, juste vous présenter le laboratoire. Donc, nous sommes une unité un peu spéciale, c'est une unité mixte de recherche, mais qui est gérée par le CNRS, le CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique, et le ministère directement. Nous sommes simplement hébergés à Orsay, mais nous ne dépendons pas d'Orsay, parce que, si vous voulez, c'est quand même un centre national, il relève directement du ministère. Mais disons, le principal acteur, c'est le CNRS. Le CNRS paye 55% du budget, et c'est lui qui gère
l'ensemble des ingénieurs techniciens administratifs, parce que comme vous voyez, pour faire fonctionner cette machine, nous avons 230 techniciens ingénieurs et administratifs, et dans ces 230 techniciens ingénieurs administratifs, il y a 175 ingénieurs. Hein, si vous voulez, c'est vraiment très important parce que c'est une machine qui est lourde et qu'il faut faire fonctionner. Nous avons 120 chercheurs, et là aussi c'est quelque chose d'assez original parce que tous ces chercheurs-là ne sont pas affectés au LUR. Sous ma direction, j'ai directement 60 chercheurs. Les autres sont des chercheurs qui sont affectés à d'autres laboratoires, mais qui travaillent au LUR parce que c'est un peu l'interface entre leur communauté et le LUR. Et ensuite, donc, nous avons un budget, bon, je n'ai pas actualisé en euros, de 160 millions de francs par an. Bien sûr, le gros, il y a 110 millions pour le personnel, et puis 50 millions par an pour le fonctionnement et l'équipement. Et comme je vous ai dit, nous accueillons 1800 utilisateurs par an. C'est-à-dire, ça veut dire quand vous les accueillez, il faut non seulement leur fournir le faisceau, mais il faut leur fournir l'hébergement, etc. C'est-à-dire qu'on a quand même tout un service qui est spécialisé, je pense que tu connais un peu. Alors, comment se fait cette répartition? On a en gros 40% qui viennent des universités de la région parisienne, 33% qui viennent des universités de province, et nous avons entre 25 et 30% qui sont des utilisateurs européens, extérieurs, mais essentiellement européens. Et nous avons pour cela un contrat avec l'Europe, ce qu'on appelle un contrat d'accès aux grandes installations, qui nous permet de couvrir l'ensemble des besoins de ces chercheurs. En particulier, c'est aussi très important, c'est que l'UR, les chercheurs dont l'expérience est acceptée sont pris en charge. Ce n'est pas à eux de chercher le financement. C'est-à-dire non seulement ils ont le faisceau gratuitement, mais aussi leur voyage et leur mission. Et je crois que c'était important parce qu'en particulier, des jeunes chercheurs d'une université de province peuvent très bien faire un projet indépendamment, y compris de leur directeur de labo. Si leur projet est accepté, ils sont pris en charge. Et en général, leur directeur de labo est toujours très content. Bon. Donc, il y a en gros, chaque année, on a entre 900 et 1000 demandes d'expérience qui sont analysées par des comités d'experts indépendants du LUR. Nous avons 7 comités d'experts couvrant la physique du solide, la physique des surfaces, la diffraction, diffusion, l'infrarouge, la chimie du solide, etc. Et une fois que le projet a été sélectionné, nous le prenons en charge. En gros, 600 propositions sont retenues chaque année. Je crois que je vais sauter ici. Maintenant, je vais essayer de vous parler un peu des applications quand même, parce que je crois que c'est ça qui vous intéresse le plus. En gros, les applications vont résulter des processus d'interaction entre les photons et la matière et de leur section efficace. Donc, vous excitez par un faisceau X ou pas X d'intensité I0, et vous avez énormément de processus, que ce soit des processus de désexcitation, parce que vous allez exciter votre système et il va se désexciter, soit sous forme de fluorescence, soit sous forme d'émission d'électrons, OG ou secondaire. Vous avez aussi une absorption dans votre matériau, donc vous aurez une partie qui est transmise à la même énergie, mais vous aurez tous les processus qui sont des processus de perte d'énergie, que ce soit la diffusion par diffusion ou par diffusion Compton ou par diffusion Thomson, et ces processus dépendent bien sûr de l'énergie des photons. Par exemple, quand vous êtes à haute énergie, les processus pardon, quand je parle d'énergie maintenant, je parle d'énergie des photons, pas des électrons. Parce que pour produire un photon d'un keV, il faut accélérer les positrons, les électrons, à 1,9 GeV. Donc maintenant, je ne parle que d'énergie de photons. Donc, à haute énergie, on va créer essentiellement des paires électrons-trous. Sinon, vous avez la diffusion Thomson qui, dans la section efficace, tombe à 0 au-delà d'un EV, et la définition Compton, et la diffusion Compton qui, elle, a cette forme de cloche.
ce qui est intéressant, je voudrais que vous le voyez, c'est ces seuils d'absorption qui sont caractéristiques du matériau que vous utilisez. Et c'est un des avantages énormes de pouvoir disposer d'une source de rayons X à longueur d'onde variable, à énergie variable, c'est qu'on va pouvoir sélectionner chimiquement le composé sur lequel qu'on veut détecter. En particulier en chimie, quand vous avez des alliages des mélanges, nickel, fer, etc., vous pouvez vous mettre au seuil du nickel, au seuil du fer, etc., et vous pouvez donc étudier l'environnement de chacun des composants. Et ça, c'est un avantage énorme. En gros, comment on fait une expérience? L'expérience est toute simple. Hein, donc, vous envoyez vos photons, et selon ce que vous voulez étudier, vous utilisez le montage et le détecteur approprié. Bien sûr, la grande utilisation, c'est tout ce qui est diffraction, en particulier pour les X durs, pour caractériser l'arrangement atomique de la matière. Mais vous avez aussi donc des mesures d'absorption et aussi donc des mesures de diffusion. C'est-à-dire en fait étudier les électrons, les photons qui perdent de l'énergie, parce que ça va nous renseigner sur la structure fine de la matière. J'ai essayé de prendre un exemple pour vous le montrer. Alors, pourquoi j'ai parlé d'outils pluridisciplinaires? Parce que réellement, c'est un outil pluridisciplinaire qui va de la physique atomique, où on va étudier les propriétés électroniques, à la physico-chimie moléculaire, donc soit des gaz moléculaires, soit des agrégats, possibilité de faire de la dynamique réactionnelle. Et donc, le gros, c'est les surfaces et les interfaces, parce que actuellement, vous savez, la recherche de la compréhension de phénomènes tels que la catalyse, les processus électrochimiques, pour parler que des chimistes, nécessitent, c'est des réactions de surface et d'interface, et donc on doit pouvoir détecter à l'échelle de la surface. Et donc, vous verrez qu'à Lure, nous avons pas mal d'expériences sur ce type de problème, en particulier pour les propriétés électroniques dont je vous ai parlé. Toute la physico-chimie du solide, des matériaux, en particulier l'analyse de traces et l'imagerie. Alors là, la fluorescence actuellement est très utilisée, en particulier en liaison avec l'environnement et l'analyse des pollutions des sols. Parce qu'on peut faire des cartographies réelles des sols. Comme je ne vais pas en parler, je vais peut-être vous montrer si je ne l'ai pas enlevé dans ma précipitation. Bon, j'en parlerai tout à l'heure, je pense. Bon. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, la catalyse et les complexes moléculaires, j'essaierai de vous montrer un peu les recherches qui sont faites, en particulier par des équipes de Paris 6, Paris 7, sur les aimants magnétiques moléculaires. Et la géochimie, donc, si vous voulez, on peut, dans la mesure où on a beaucoup de photons, on va pouvoir étudier des échantillons de faible taille, et à ce moment-là, on peut reproduire, par exemple, la situation de pression et de température qui est au niveau moins X du sol, avec des enclumes en diamant qui sont transparents au faisceau, et on peut faire des études in situ. J'ai pris un exemple, en particulier pour des transitions de phase liées à la pression. Ensuite, donc la biologie et la biochimie, hein, la biocristallographie est un des domaines qui est le plus porteur actuellement dans le rayonnement synchrotron, en liaison avec la génomique, la post-génomique. Actuellement, l'idée, en tout cas pour Soleil, c'est d'avoir 6 lignes de biocristallographie, de telle façon à pouvoir être en contact, certains même pensent en contact non physique, c'est-à-dire que les biocristallographes préparent leurs échantillons, les expédient, on les caractérise et on les exploite et on leur redonne les résultats. Et donc en liaison particulier avec tout ce qui est génome, je dois quand même avouer que vous dire que la France n'est quand même pas à l'avant-garde de ce problème, que c'est essentiellement les Anglais qui ont une équipe de biocristallographes de longue date, avec pas mal de prix Nobel en particulier, et qui eux aussi sont en train de construire un synchrotron
du type de soleil, qui s'appelle Diamond, et qui, lui, aura 12 lignes de biocristallographie. Bon, la métrologie, donc je vous ai parlé tout à l'heure des détecteurs, et aussi, actuellement, c'est au niveau de la recherche, mais l'idée aussi, c'est d'utiliser les rayons X pour faire de la lithographie profonde. Vous savez, pour la difficulté quand on veut faire de la lithographie, c'est-à-dire des composants de petite taille, attendez, je crois que j'avais demandé à... Comme je ne vais pas y revenir, si vous voulez, la difficulté actuellement dans la gravure, quand on utilise les ultraviolets ou les lasers, c'est de pouvoir avoir des formes où la hauteur est très grande devant la base, avec des murs tout à fait verticaux et non pas qui bavent. Et les rayons X sont un outil très prometteur, en tout cas au niveau de la recherche. Je veux dire, c'est tellement prometteur que les Allemands viennent de fabriquer spécialement un petit synchrotron qui s'appelle Anka à Karlsruhe, où il y a 4 lignes de lithographie. Okay. Et donc, si vous voulez, c'est très simple, c'est-à-dire vous avez, ça c'est le montage de Lure qui est animé par Stéphane Mechter et Faisal Bouamran. Vous avez les rayons X qui arrivent ici, et ici donc vous avez un scanner qui consiste simplement à vous bouger votre scanner dans son ensemble devant les rayons X, avec bien sûr des mouvements contrôlés par piézoélectrique de telle façon à la fraction de micron, et vous pouvez, en combinant de la galvanoplastie avec des polymères adaptés, vous pouvez créer des moules qui sont des moules très profonds, avec un facteur de forme intéressant. Et actuellement, je crois que Stéphane commence à avoir un contrat avec une boîte américaine, Axoon, pour fabriquer des moules adaptés à la microélectronique. Bon, je dois vous avouer que c'est encore au niveau de la recherche, parce qu'il est évident que le rendre industriel, ça veut dire que le gain économique est tellement fort que les grandes boîtes qui ont déjà des chaînes de gravure par électron ou par UV décident d'arrêter ces chaînes pour les remplacer par un petit synchrotron. Mais à mon avis, dans les 10 ans, ça se fera. Donc, là, je vais essayer de vous donner quelques exemples. Bon, franchement, arrêtez-moi quand c'est trop loin. Le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est un peu... bon, je sais qu'il y a pas mal de collègues qui ont fait de la diffraction et qui font de la diffraction ici. Je voulais quand même insister sur le fait que ce type de grand instrument ne remplace pas le travail en laboratoire. Il le complète. Si vous voulez, il ne s'agit pas d'arrêter toutes les stations de cristallographie de tous les laboratoires de France et d'ailleurs pour les remplacer par les synchrotrons. En général, si vous voulez, mon expérience montre qu'un projet est d'autant plus de succès que l'équipe qui vient le faire l'a déjà complètement décortiqué avec tous les moyens de laboratoire. Et j'ai pris exprès cet exemple pour vous montrer, et qu'ensuite, ils viennent au synchrotron pour la manip décisive qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. Okay. Donc c'est très important. Si vous voulez, c'est un outil mutualisé, mais qui ne remplace pas les laboratoires. Au contraire, il les soutient. Et inversement, ils le soutiennent aussi. Donc ici, c'est un travail qui a été fait par l'équipe de Crozet, qui est au groupe de physique du solide à Paris 7. Et bon, c'est de la diffraction de surface. Il s'agit d'étudier les processus d'auto-organisation d'une couche d'azote absorbée sur le cuivre 1,00. Bon, bien sûr, il y a toutes les manips de caractérisation dont je vous ai parlé, et c'est dans les conditions donc 10-4 millibars d'azote, une enceinte ultravide. Alors quand on parle d'ultravide, c'est 10-10, 10 puissance 11, 10-11 d'or avant l'introduction de l'azote.
le cuivre est recristallisé à 630 K de telle façon que le cliché LID vous donne un diagramme parfait. Je dis parfait parce que je suis à l'aise, il n'a pas été fait dans mon laboratoire, il a été fait chez Crozet, où vous voyez les tâches caractéristiques d'une symétrie carrée. Vous absorbez, vous chimisorbez l'azote et vous voyez donc l'apparition de nouvelles tâches à mi-chemin entre les tâches principales qui indiquent que l'azote s'est absorbé dans la configuration qu'on appelle C 2 par 2, c'est-à-dire que vous avez une maille 2 fois plus grande que la maille du cuivre. Bien sûr, il faut faire la caractérisation en laboratoire, et actuellement, l'outil de caractérisation, à mon avis, pour ceux qui veulent faire de la surface, qui est indispensable, c'est le microscope à effet tunnel, qui permet d'arriver à la résolution atomique. Et vous voyez ici, donc, ici, vous avez une image qui est sur 100 nanomètres. Vous prenez une de ces tâches, vous l'agrandissez sur 9 nanomètres, vous avez la résolution atomique, et vous voyez la structure de votre adsorbat, qui permet d'être modélisé par cette structure où vous avez le cuivre en rouge et l'azote en bleu, avec la symétrie C2 par 2 dont je vous ai parlé. Et vous voyez aussi que vous avez un système où vous avez deux phases à la surface. Ben, il va y avoir des forces qui vont agir à l'interface, des pressions de surface, etc. Et c'est ça qu'il va falloir analyser. Et vous allez voir comment le rayonnement synchrotron va venir pour permettre de valider un modèle qui a été déduit d'abord de ces études préliminaires, et ensuite on le valide. Et si vous voulez, ce modèle, donc, et c'est un modèle simplement, vous avez bien vu que le STM nous a montré les deux phases en présence à la surface. Donc on va voir quelles sont ces contraintes. Je ne vais pas rentrer dans les détails du modèle. Et donc, quelles sont ces contraintes? Vous avez deux phases avec des marches et avec donc des tensions qui vont générer un gain d'énergie par auto-organisation. Et ce modèle, que je ne vous décris pas, va pouvoir être testé justement sur le rayonnement synchrotron parce qu'on ne peut pas le faire ailleurs. Je vous montre ici, oui c'est bon, ce qu'on appelle les tiges de troncature. Si vous voulez, vous avez donc le réseau réciproque de votre système, HKL, et vous allez pouvoir, avec vos détecteurs, chercher les tâches au voisinage d'une diffraction de Bragg du volume. Et vous allez voir comment la surface, comment elle va suivre. Et ici, vous avez la tâche 1, -1, 1, 3 du volume. Et vous voyez des tâches qu'on voit moins bien ici, mais qui, pour cette direction 2, -2, 1, 4, est beaucoup mieux définie. Vous voyez qu'il y a des tâches satellites autour du volume. Et la disposition de ces tâches, leur orientation, la façon dont ils suivent les lignes de troncature de volume. Les lignes de troncature, c'est simplement quand vous avez créé une surface, vous allez avoir des tiges de lumière dans la direction perpendiculaire à la surface. C'est ce qu'on appelle la ligne de troncature. Donc toute cette évolution montre que le phénomène n'est pas un phénomène purement de surface, mais qu'en fait c'est l'ensemble du cristal qui s'est organisé pour compenser ce gain d'énergie dont je vous ai parlé à la surface. Et donc ici, simplement pour vous le démontrer, vous voyez pour plusieurs directions, 1,1L, 2,0L, 2,2L, on va faire donc la tige du volume et puis voir comment apparaissent les tiges satellites. Et le modèle que vous voyez en trait continu permet d'expliquer la réponse en rayons X. Et comme je savais, je voulais simplement vous mettre la conclusion auquel ils sont arrivés, que la diffraction des rayons X en incidence rasante a permis de mettre en évidence les relaxations atomiques dans les couches profondes du substrat. Ils ont pu mesurer la différence de contraintes de surface entre les régions où le cuivre est nu et les régions où le cuivre est
recouvert d'azote, et ils ont même pu la calculer. Alors attention, c'est là où il faut faire attention parce que c'est une simulation, et la meilleure simulation est donnée par cette valeur du delta sigma. Et cette valeur, franchement, n'est pas accessible aujourd'hui par d'autres techniques que le rayonnement synchrotron. Ça, c'est le premier exemple que je voulais vous montrer. Le deuxième, c'est plus de la matière molle. Alors, je ne sais pas si nous avons ici des collègues qui travaillent sur la matière molle. Ça aussi, c'est un problème qui se développe beaucoup parce que, non seulement parce qu'il intéresse tout ce qui est polymère, tout ce qui est mélange de liquide, tout ce qui est interface liquide sa vapeur. Et si vous voulez, c'est un problème qui est aussi motivé par l'application, parce que vous savez que la recherche de structures de plus en plus, de taille de plus en plus faible, suscite actuellement un grand intérêt, bien sûr, mais les chimistes ont trouvé ce qu'on appelle les molécules auto-organisées. Vous avez certaines molécules qui ont une tête hydrophile et une queue hydrophobe, vous les mettez sur la surface de l'eau, ben, ils s'arrangent exactement comme des militaires sur la surface. Et à ce moment-là, si vous voulez, on est en train de les utiliser pour pouvoir fonctionnaliser certaines surfaces, qu'elles soient liquides ou pas d'ailleurs, et créer des capteurs, créer de petite taille. Vous voyez, donc il est important de voir quels sont les processus physico-chimiques qui accompagnent ce type de système. Bon, bien sûr, ça fait très longtemps, depuis Van der Waals, on a essayé de minimiser l'énergie libre, et vous savez qu'il y a eu ce modèle des ondes capillaires, où la surface de l'eau, par exemple, devient rugueuse, avec une certaine périodicité liée au vecteur K parallèle à la surface, et une certaine profondeur, amplitude des oscillations, qu'on appelle H et qui dépend du vecteur d'onde parallèle. Et donc la surface du liquide fluctue en changeant constamment de configuration. Et il est important de connaître la valeur moyenne de la hauteur pour pouvoir accéder à gamma 0, qui est la tension superficielle. Et les rayons X sont un outil extraordinaire, surtout qu'il y a des processus qui peuvent être des processus résonants. Que se passe-t-il quand l'amplitude de l'oscillation devient de l'ordre de grandeur de la période? Et là, la technique de choix, c'est la diffusion des rayons X aux petits angles. Dans ce qu'on appelle la diffusion diffuse. Alors, pour vous dire une chose, c'est que cette technique, il y a tellement peu de photons utiles que l'UR n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de photons. Il faut aller à des sources beaucoup plus brillantes, et c'est l'avantage de l'ESRF de Grenoble, je vous avais montré tout à l'heure qu'on était à 10 puissance 22 photons. Donc même si on n'en a que 10 puissance 4 utiles, on peut les mesurer. Et donc, vous voyez, on est à l'incidence rasante au-dessous de l'angle critique pour avoir une réflexion totale. Et donc, l'idée, c'est simplement de vous envoyer votre lumière et vous analysez l'énergie, les photons diffusés dans des directions Q, de telle façon à obtenir votre Q parallèle, qui est la grandeur pertinente qu'on cherche. Et ensuite, de ce paramètre, donc Q, on va remonter à gamma. Ça, c'est un travail qui a été fait par Jean Dayan, qui est mon directeur adjoint au LUR, et qui est spécialiste de la matière molle. Il travaille au CEA. À mon avis, il fait partie des futurs brillants il est très jeune, de la discipline. Et vous voyez, ça, c'est la variation de la tension de la surface gamma en fonction de pi sur Q parallèle pour différents liquides, en particulier l'eau et le glycol. Et à partir de ces mesures-là, qui sont des mesures très difficiles, il faut vous dire que même sur l'USRF, chaque courbe a dû nécessiter probablement une semaine de mesure. Hein. Bon. Il a pu remonter, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'abord parce que je ne suis pas spécialiste, et en plus parce que c'est trop compliqué, pour arriver, y compris, à faire apparaître ce qu'il a appelé une rigidité de la courbure, quand effectivement l'amplitude de l'oscillation devient de l'ordre de grandeur de sa période. Ce travail aussi est fait avec d'autres
système, et je crois que ça intéresse plus les chimistes ici, c'est la diffusion des rayons X sur petits angles, mais appliquée à de la matière molle pour étudier des cristaux liquides minéraux lyotropes, des phases d'amphiphiles, des polymères, des mésopyreux. Et comme on a beaucoup de photons, il est intéressant parce qu'on peut travailler en parallèle. On a par exemple, soit on peut étudier le cisaillement en temps réel, on met l'appareil et les rayons X viennent échantillonner votre système en conditions réelles, soit des mesures thermiques associées au rayonnement synchrotron. Et ici, donc, c'est Claudie Bourgoin qui travaille aussi dans mon laboratoire. Et l'idée, c'est de voir quel est l'effet du cisaillement sur des micelles de copolymères constitués par deux blocs. C'est toujours lié à ces problèmes d'avoir des blocs qu'on va pouvoir fonctionnaliser. Deux blocs hydrophiles, hydrophobes, en émulsion dans l'eau. Quand vous n'avez pas de cisaillement, donc gamma, vous voyez, est égal à 1 seconde moins 1, vous avez en fait une structure polycristalline. Et quand le cisaillement devient significatif, 200 secondes moins 1, vous voyez que nous avons une restructuration du système qui devient hexagonal. Et bien sûr, cela amène, mais je vais pas y assister, je voulais juste vous le montrer, au summum du summum, c'est l'étude de la biocristallographie des protéines. Et ça, l'exemple que je vous ai pris n'est pas fait à l'UR, mais je voulais simplement vous montrer où nous en sommes actuellement. C'est donc la synthèse de protéines dans le ribosome. Et vous avez donc le messager ARN qui va, c'est le modèle ici, donc, qui a été déduit de la microscopie électronique. Et à un moment donné, il va y avoir le transfert du signal par cette protéine. Et le travail qui a été fait, c'est de prendre cette partie du ribosome, de la cristalliser et d'en déduire la structure de cette partie du ribosome. Alors, voici donc les étapes. C'est les étapes classiques en biocristallographie. La plus grande difficulté étant la purification et la cristallisation. Une fois que c'est cristallisé, on fait une diffraction. Et vous voyez ici le nombre de tâches. C'est ça la difficulté dans la biocristallographie, c'est que vous avez un nombre très élevé de tâches et il faut essayer d'analyser le maximum de ces tâches pour pouvoir déduire une structure qui soit une structure réelle. Et donc la technique actuelle, alors il y a beaucoup d'informatique et de mathématiques derrière. Hein. Et la technique actuelle, c'est ce qu'on appelle la technique de phasage. C'est-à-dire que le problème avec ces diffractions de rayons X, c'est qu'on n'a que l'intensité, on n'a pas la phase. Et l'idée, c'est de pouvoir, si on veut vraiment remonter à l'espace réel, il faut aussi avoir la phase quand on a autant de tâches. Et donc, la technique actuellement, c'est de marquer ces protéines par exemple, par du sélénium. Et on va faire des manips au seuil du sélénium. Avant, après le seuil, et à ce moment-là, on a une information de phase qui nous permettent de remonter au modèle. Et ça me permet de dire qui a fait le travail, parce que ce n'est pas fait à l'UR. Hein. Donc c'est Ban et ses collaborateurs, c'est un Science de 2000. C'est donc la première mise en évidence de la structure de la grosse partie du ribosome par rayons X. Ce travail a été fait à l'ESRF. Bon. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est l'autre technique qui est vraiment une technique extraordinaire, c'est l'absorption X. Et pourquoi est-elle extraordinaire? Je vous avais déjà dit tout à l'heure qu'elle était spécifique chimiquement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner l'atome que vous voulez étudier, enfin la nature de l'atome que vous voulez étudier. Et en plus, contrairement à la diffraction qui nécessite des cristaux parfaits, là, vous pouvez étudier des liquides, vous pouvez étudier des polycristaux, des poudres, parce qu'on a l'environnement local. Le principe est très simple. C'est que
quand vous êtes dans le bord d'absorption, vous envoyez un photon. Ce photon, dépendant de l'énergie, supposons qu'on est en X dur, à ce moment-là, en général, c'est un électron de la couche S qui est arraché et qui va sur la couche P1. C'est toujours delta égale 1. Et à ce moment-là, cet électron, donc, étant arraché, il va y avoir, votre système est dans un état excité, et tout dépend de la structure. Si vous avez un gaz, à ce moment-là, vous voyez, vous avez le seuil, où vous avez des états de Rydberg, et ensuite vous n'avez rien. Quand vous êtes en phase condensée, vont apparaître, au-delà de cette partie sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, vont apparaître des oscillations. Et ces oscillations sont liées aux interférences entre l'onde associée à votre électron qui va se propager, et puis elle va être rétrodifusée par les voisins, et il va se former un système d'ondes d'interférence. Et ce système d'ondes d'interférence qu'on appelle ondes EXAFS, c'est simplement Extended X-ray Absorption Fine Structure, c'est les structures fines d'absorption au-delà du seuil. Ces ondes transportent des informations sur l'environnement local. Vous avez, d'une part, vous pouvez accéder à la distance entre voisins, vous pouvez accéder à leur nombre, et vous pouvez différencier entre les rétrodiffuseurs. C'est-à-dire que selon que vous avez par exemple de l'oxygène, un autre métal, non d'ailleurs ne prenons rien, je vais vous montrer tout de suite un. Voilà, je prends par exemple ici l'exemple. C'est un exemple de chimie aussi, je m'excuse pour les physiciens, qui est lié au capteur utilisant l'étain. Et vous voyez ici donc, on va faire varier l'énergie des photons au voisinage du seuil de l'étain qui est autour de 29 Kelvin. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que avant le seuil, vous n'avez rien que l'absorption résiduelle due aux phénomènes qui se sont passés avant. Et au seuil, vous avez donc cette montée extraordinaire de l'absorption, et donc qui correspond donc à ici l'énergie augmentant. Vous voyez, vous avez votre H nu là, et vous allez promouvoir votre électron en fonction de l'énergie que vous lui donnez. Vous allez le promouvoir et vous avez des structures avant le seuil, jusqu'au moment où vous arrivez à une énergie égale au travail d'extraction de l'électron. À ce moment, l'électron est arraché de l'atome, il va se balader avec les voisins. Alors, il crée ces structures dont je vous ai parlé. Donc, à partir de cet exemple, on va pouvoir faire beaucoup de choses. D'une part, on va pouvoir étudier dans cette région où l'énergie de l'électron est faible, son temps de vie est beaucoup plus grand que quand il est à haute énergie. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire des diffusions multiples. Au lieu de faire simplement ça et ça, il va pouvoir faire ça, 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 etc. Et actuellement, on a des modèles mathématiques qui nous permettent exactement de fitter ces spectres et d'atteindre beaucoup d'informations. En particulier, par exemple, si votre métal est au degré d'oxydation 0, 1 ou 2 ou 3, etc., la forme du seuil n'est pas la même. Et à ce moment-là, vous pouvez donc identifier l'état chimique, non seulement dire que vous avez du cuivre, par exemple, mais que vous avez du cuivre métallique ou du cuivre 1+, ou du cuivre 2+. Rien qu'en regardant le seuil. Et puis ici, après, donc, il y a des traitements mathématiques par transformée de Fourier, etc., qui nous permettent de remonter au nombre de voisins et à leur nature. Ici, l'exemple que j'ai choisi, c'est un exemple qui a été... C'est un travail de Valérie Briouat de notre laboratoire, en collaboration en particulier avec une équipe brésilienne avec laquelle elle collabore. Et si vous voulez, c'est lié à la mise au point de capteurs à base de SNO2 pour le CO en particulier. C'est bien sûr lié à la pollution, etc. Et si vous voyez, si vous prenez juste un film mince de SNO2,
selon la température, vous voyez que quand on est au-dessous de 350 degrés C, en fait, on peut considérer que la réponse n'est pas suffisamment significative pour pouvoir l'utiliser comme capteur. Donc, l'idée est d'activer la sensibilité de ce capteur par addition de platine. Et donc, vous voyez par exemple ici, après addition des 10 à 15 nanomètres de platine, vous voyez que par exemple ici, vous avez le capteur sans platine à 250 degrés, vous voyez que sa réponse a une sensibilité vraiment négligeable, alors qu'à 250 degrés C, ce capteur qu'ils ont appelé S13A juste pour le référencer, vous voyez qu'il a une sensibilité extraordinaire. Et quand vous allez à 350 degrés, c'est pratiquement linéaire, avec la concentration de CO. Et donc, le problème était d'essayer de comprendre comment fonctionnait ce capteur et en quoi le platine, qui n'intervient pas directement dans la réaction donc d'oxydation de CO, qui est oxydé par les électrons d'une couche de déplétion de l'étain, comment il intervient. Et c'est là où l'absorption X, ce qu'on appelle l'exAFS, est extraordinairement utile. C'est qu'en fait, vous n'avez même pas besoin de faire de calcul. Vous allez toujours utiliser des modèles. Le modèle ici, c'est un film de platine, enfin un film, disons un ruban de platine, PT et PtO2. Vous voyez que quand vous avez du platine métallique, vous n'avez pas l'oscillation correspondant au voisin oxygène.